Je vais concentrer mon propos sur deux sujets, la croissance et les déficits. Deux sujets qui structurent nos politiques, animent nos débats et révèlent l'impact de nos politiques. Nous avons, et nous ne cesserons d'expliquer, un problème avec la croissance. Le premier problème est lié au fait que la croissance diminue inexorablement depuis 35 ans et que nous continuons à créer l'illusion d'un retour à une époque révolue et à des niveaux de croissance qui n'existeront plus. Si bien que depuis 35 ans, chacune des périodes de relance par la dépense a été suivie d'une moindre progression des recettes et qu'il a fallu combler la différence par une augmentation des prélèvements obligatoires et le recours à l'emprunt, sous les gouvernements de gauche comme de droite. Le dernier épisode en date fut celui d'après-crise. Il fut le plus violent, en générant une augmentation de la dette de 50% entre 2007 et 2012. Le deuxième problème porte sur la fragilisation de l'action publique, car nous l'observons, le gouvernement est conduit systématiquement en cours d'exercice à opérer des ajustements imprévus en dehors de toute stratégie globale et cohérente. C'est notamment ce qui vient de se passer avec le PLFR et le PLFSSR que nous venons d'adopter. Le troisième problème porte sur le contenu de la croissance. Les écologistes ont souligné constamment le fait que cet indicateur comptabilise des éléments positifs comme des éléments négatifs ou correctifs. Ainsi, plus il y a d'accidents de voiture et de maladies, plus le PIB augmente. En sommes-nous plus heureux pour autant? Aussi, plus il faut organiser des compensations sociales ou des réparations environnementales, plus cela génère de la croissance. Mais nous voyons bien que cet indicateur est dépassé. Non seulement la croissance diminue, mais son contenu est de moins en moins positif en raison des dégâts environnementaux et sociaux qu'il intègre. En conséquence, il convient de mesurer dans le taux de croissance du PIB la part des éléments constructifs et des éléments destructifs pour éviter cette fuite en avant. Le quatrième problème tient au fait que cet indicateur est incomplet et ne prend pas en compte ni l'économie souterraine, ni l'économie domestique, ni l'économie collaborative. Pourtant, certaines activités non comptabilisées peuvent constituer des leviers pour améliorer la qualité de vie et notre pouvoir d'achat. Enfin, cinquième problème, le niveau de croissance est constamment surestimé. Il met notre sincérité à l'épreuve, révèle notre aveuglement et traduit notre difficulté à envisager la fin d'un modèle et notre refus d'envisager la transition. Je ne dis pas que les choses sont faciles, mais il faut les emprunter. Après ces 35 années d'errement, d'approximation et d'erreur, comment doit-on apprécier les prévisions pour 2015, alors que la probabilité est forte que nous soyons conduits à l'automne prochain à revoir la prévision de 1% pour 2014 à la baisse? Pour 2015, il nous faut être conscient que le chiffre de 1,7% de croissance cache sans doute un pari risqué. En effet, il suppose que le pacte de responsabilité apporte 0,5 points de croissance supplémentaire dès 2015 pour financer la dépense supplémentaire de 10 milliards décidée après l'annonce du pacte de responsabilité en décembre dernier. On retient son souffle. En effet, l'expérience des 35 dernières années, comme je l'ai indiqué, montre de manière constante la déconnexion des recettes avec l'augmentation des dépenses. Pourtant, on doit se réjouir des aides fiscales et sociales qui ont été apportées aux salariés modestes avec le pacte de solidarité, grâce notamment aux produits de la lutte contre la fraude fiscale. Le Premier ministre a même annoncé hier mardi de nouvelles baisses d'impôts pour les classes moyennes en loi de finances 2015. C'est une bonne nouvelle. Nous espérons que cette amélioration du pouvoir d'achat permettra de relancer la machine, l'activité des entreprises sera dynamisée. Dommage que le gouvernement n'ait pas souhaité amplifier les emplois d'avenir. Ça marche. À raison de 10 000 euros par an, par emploi, en comparaison des 80, 90 000, 100 000 euros que coûte un emploi CICE ou un emploi pacte de responsabilité, je ne comprends pas qu'on se prive de cette marge supplémentaire, pour reprendre les propos d'Alain Muet tout à l'heure, qui a un effet immédiat, qui apporte du travail pour nos jeunes, qui sort certaines familles des difficultés, qui apporte une richesse sociale. C'est vraiment dommage, mais je pense que tout n'est pas terminé et on peut encore agir de ce côté-là. 2 milliards supplémentaires par rapport aux 40 milliards du pacte de responsabilité, c'est 200 000 emplois immédiats.
Mais nous devons également poser la question du financement de l'ensemble de ces choix et de ces dépenses, car si nous n'assurions pas ce financement, il faut le dire, nous pourrions retomber dans les travers des 35 dernières années et observer une augmentation, une aggravation de la dette. En conséquence, le défi du remboursement de la dette prend une dimension supplémentaire s'il s'agit de financer de nouvelles dépenses fiscales, puisque c'est ainsi que nous les appellerons désormais. Comment assurer à la fois le remboursement de la dette, le pacte de responsabilité, le pacte de solidarité et les futures baisses d'impôts pour les classes moyennes? On a compris que les institutions européennes étaient devenues plus complaisantes avec les dépenses fiscales qu'avec les dépenses publiques traditionnelles. Alors, prenons-le en compte. Cette perspective me conduit à revenir sur un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer avec vous et qui concerne la trajectoire de réduction des déficits publics et, plus généralement, les économies budgétaires qu'il conviendrait de réaliser pour réduire ces déficits. Réduire la dette, mais aussi financer la baisse des impôts. On se souvient des critiques de notre majorité à l'endroit de la défiscalisation des heures supplémentaires au motif, entre autres, qu'elles étaient financées par la dette. C'est ce qui nous pend au nez, avec le risque de voir l'action publique s'effondrer si on ne parvient pas à améliorer l'assiette fiscale. Restaurer l'assiette fiscale, c'est bien là l'enjeu. Notre action doit être résolue en ce sens, car si tout l'effort doit porter sur la réduction de la dépense publique, il y a danger. Danger de dépression de l'économie et de déprime des acteurs économiques, qu'il s'agisse des ménages et des entreprises. En effet, la déflation guette en France et en Europe, ce qui rendrait tellement plus compliqué nos affaires, y compris le remboursement de la dette même. Je pense en particulier aux pertes d'emplois publics ou liées à l'action publique qui vont se faire par dizaines de milliers. Je pense encore aux emplois privés du fait de la réduction de la commande publique dont les collectivités locales sont les principales commanditaires. Écoutez-les, elles sont très inquiètes suite aux annonces de réduction de 11 milliards des dotations d'ici 2017. Vous avez affirmé, Monsieur le ministre, que nous maintiendrions les investissements de l'État, mais, vous le savez, la part des collectivités dans ces investissements est essentielle et on ne pourra pas se contenter de maintenir les investissements de l'État. Il faut rester au soutien des collectivités qui investissent. La trajectoire de redressement et de réduction des déficits ne peut se réaliser sans dégradation sociale et économique qu'à deux conditions. L'amélioration de l'assiette fiscale, j'en ai parlé, l'investissement dans la transition écologique et plus précisément dans les économies d'énergie. L'amélioration de l'assiette fiscale doit se décliner sur plusieurs terrains. Tout d'abord, je ne vais pas insister sur ce point parce que je le dis constamment, sur celui de la fraude et de l'évasion fiscale, j'insiste malgré tout, Monsieur le ministre, sur une trajectoire de l'extinction fiscale qui doit être inscrite à l'agenda européen. L'Union ne peut pas se contenter de nous assigner une trajectoire des baisses des déficits publics si elle n'agit pas en parallèle pour restaurer les assiettes fiscales des États membres. Nous devons y prendre toute notre part au plan européen, mais aussi au plan national. Nous nous devons de peser sur ces décisions et d'être exemplaires. Je suis de ce point de vue déçu et troublé que nous ne saisissions pas le pacte de responsabilité pour assainir les pratiques de certaines entreprises. Le discours adressé aux entreprises doit être clair. D'accord, on vous aide, on réduit vos impôts et vos cotisations sociales, mais vous faites toute la transparence sur vos comptes, votre chiffre d'affaires et les prix de transfert. Exiger que les entreprises paient normalement leurs impôts apparaît bien comme une exigence minimum vis-à-vis d'une entreprise qui est soutenue par l'État. Et si les recettes supplémentaires liées à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, comme c'est le cas pour le crédit d'impôt voté il y a quelques jours au PLFR, pour les salariés modestes, permettent de compenser auprès des ménages les pertes de dépenses publiques, ça peut être un moyen pour amortir ces fameuses baisses de dépenses publiques. Il faudra toutefois en faire le bilan. Une autre exigence est de relancer les investissements sans alourdir le déficit. Et puisque les débats, selon moi, un peu artificiels se sont développés sur la question du bon et du mauvais déficit, du déficit structurel et conjoncturel, il est temps d'analyser précisément ce qu'est un bon investissement de ce point de vue. Je ne reviens pas sur les propos que j'ai tenus en fin de mon intervention précédente sur la loi de règlement. L'investissement privé ne peut pas servir de modèle à l'investissement public. Quand une entreprise privée investit, c'est le plus souvent pour améliorer ses marges bénéficiaires, sinon elle ne le fait pas. Or, cela ne se passe pas du tout de la même façon pour l'investissement public. Si cet investissement peut créer de la richesse, de l'emploi, améliorer la qualité de vie, les coûts sont souvent élevés et les recettes incertaines et à des échéances encore plus incertaines. Seuls les investissements dans la transition énergétique permettent d'avoir une visibilité certaine et d'assurer une rentabilité et un retour sur investissement à une échéance précise et connue.
et ceci du fait des économies d'énergie, des économies pour le budget des ménages et celui de l'État permises par ces investissements. Il faut insister sur ce point et s'engager fortement dans cette direction. C'est donc un appel que le groupe écologiste formule afin que ce point soit inscrit comme une priorité de l'agenda européen avec le précédent, au même titre que la lutte contre l'évasion fiscale. C'est également l'enjeu du renforcement du budget de l'écologie. Ce n'est pas un totem, messieurs les ministres. Nous voulons vous convaincre que l'écologie constitue le ferment du renouveau et de la sortie de crise. Ces deux priorités pourront contribuer à instaurer plus de justice sociale et environnementale, moderniser notre économie, dynamiser l'activité des entreprises et l'emploi sur les territoires, mieux maîtriser nos déficits, relativiser la notion de croissance. Monsieur le ministre, si vous trouvez le moyen avec nous de protéger les plus modestes, et je pense aux classes moyennes, au-dessus de 1,1 SMIC jusqu'à, je ne sais pas, 1,5, 1,6, je ne tranche pas cette question. Si on trouve les moyens de les protéger tout en faisant l'effort sur la dépense publique et d'investir dans la transition écologique, vous nous trouverez à vos côtés avec conviction. Merci.